beaucoup, Renato, pour ce passage dans le temps et puis à divers niveaux. On va commencer par des échos questionnants de la part de 2-3 personnes, et puis après on ouvrira, on fera circuler petit à petit la chose. Voilà. Je me balade avec ces deux choses. Si vous avez besoin d'une de ces deux choses, vous me dites. Voilà. Marc-Antoine. Ah. Voilà, merci beaucoup Renato. C'était vraiment passionnant. Et c'est vrai, quand on en a discuté, j'ai préparé une petite remarque, question. Et l'idée était de savoir, est-ce qu'il y a un diagnostic, est-ce qu'il y a des diagnostics à propos justement de ces données collectives qui existent? Comment? Est-ce qu'il y a des diagnostics psychiatriques actuels est-ce qu'il y a un usage, une dénomination qui existe? Et puis, j'ai fait une petite recherche. Et puis je suis tombé sur différents articles et en tout cas dans les précédents manuels, pas dans les manuels actuels de diagnostic en psychiatrie, donc le DSM, dans les DSM et SIM, donc dans la SIM-10 et dans le DSM-4, ils parlent justement, la SIM parle d'un trouble délirant induit, le DSM parle d'un trouble psychotique partagé, donc d'une folie à deux. Alors peut-être je lis juste la définition pour ensuite poser ma question. Donc dans le trouble délirant induit, dans la SIM-10, je cite, c'est un trouble délirant partagé par au moins 2 personnes. Donc ça peut être plusieurs, ça peut être une famille aussi. Donc ces personnes sont liées très étroitement entre elles sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est vraiment une définition qui date déjà, donc cette notion-là, elle date déjà du 19e, juste pour situer, avec Falleret notamment, qui décrit ça, donc des personnes qui vivent en milieu plutôt clos, ça me fait penser à cette communauté japonaise. Je poursuis ma lecture de la définition. Un seul des partenaires présente un trouble psychotique authentique. Les idées délirantes sont induites chez l'autre ou les autres personnes, et disparaissent, et ces idées-là délirantes, ce délire disparaît habituellement en cas de séparation des partenaires. Donc c'est un peu l'idée, où on a un couple, bien une famille, quelques personnes, il y a une sorte de délire primaire qui va contaminer les différentes personnes, et un des buts du traitement, ça sera de séparer les personnes, donc on les séparera dans différents services psychiatriques, etc. Donc c'est un peu la définition classique. Après, donc voilà, c'est cette notion de folie à deux. Donc moi, ma question, c'était, qui est un peu impossible, mais c'est l'occasion de débattre un petit peu, mais où serait le délire primaire? Qui est l'inducteur, quelque part, de tout cet enchaînement de délires qu'il y a? Et qui serait, dans ces différents protagonistes, ces différentes populations, sous-populations, qui serait un peu le patient induit, qui va être contaminé par ce délire. Voilà. Renato, tu veux répondre ou on continue? On continue, oui. On continue. On groupe un peu on les groupe questions. un peu les choses. Alors on va donner un autre monsieur avec des lunettes. Merci. Un secte des porteurs de lunettes. Non, moi, en fait, en écoutant le récit que tu as fait, de manière provocatrice au départ, je me suis dit, en fait, effectivement, le Japon n'a pas perdu la guerre. C'est ça mon idée de départ. Pourquoi? Parce que le Japon n'a pas été envahi, avec en plus cette idée de terre sacrée, avec la personnalité de l'empereur, mais a été confronté à un événement proprement sidérant, voire incompréhensible, en fait, qui est la bombe atomique, qui est encore quelque chose qu'aujourd'hui on ne peut pas, en fait, comprendre profondément, qui reste de l'ordre d'un traumatisme sidérant, quoi. Et donc on peut tout à fait comprendre, en fait, que cet événement soit simplement inassimilable, impossible, en fait. Et de là, je me suis dit, mais en fait, on a un autre exemple assez classique de déni collectif par rapport à une défaite. C'est l'Allemagne de 1918, où c'est attesté par plusieurs chercheurs, notamment chez Arendt, chez Klaus Streveleit, etc., qu'une partie de la population allemande n'a jamais pu admettre
la défaite de l'Allemagne, qui n'avait pas été vécue ou actée concrètement, le pays n'a pas été envahi, et donc il y avait des traîtres à l'interne, Ça, c'était en quand plus, en 18. En plus, après, il y a eu la révolution, ce qu'on ignore souvent, cette fameuse révolution spartakiste écrasée dans le sang des corps francs, enfin par les corps francs. Et là aussi, il y a quelque chose qui est de l'ordre, il est impossible pour un État territorial avec une certaine idéologie d'admettre la défaite. Et que cette défaite, elle ne peut arriver que via quelque chose comme une construction délirante, si on veut bien, mais une construction tout à fait compréhensible, qui débouche ensuite, sur l'Allemagne de 18, ça débouche, j'ai envie de dire, sur 39, sans aller trop vite, c'est-à-dire quelque chose de revanchard, mais revanchard animé par une fake news, si on veut. C'est-à-dire que la défaite n'a pas eu lieu, en fait, profondément. Et de là, je me dis, mais même si on pense à la France de 1945, victorieuse, ah bon, on a envahi l'Allemagne, on était qui on était tous les Français criaient vive Pétain, comme dit Renaud. Avec cette espèce de fiction, tout à coup, qui est, à mon avis, tout aussi délirante, si on veut. Ah, il y a eu De Gaulle qui nous a sauvés. Une espèce de construction imaginaire qui nous met dans la position de contrebalancer un traumatisme pour la France, un traumatisme profond, avec ensuite forcément la même chose, c'est-à-dire une lutte à l'interne, entre les bons résistants, les mauvais, évidemment, tout le monde était résistant, bien entendu. Et donc là aussi, une espèce de logique interne qui produit, et que à ce moment-là, pour un État, nécessairement un État moderne, parce qu'évidemment, il fallait repenser la guerre avant les États modernes, bon, un État territorial, avec une idéologie surplombante, une défaite comme une victoire est nécessairement délirante. C'est-à-dire qu'elle ne peut s'appuyer que sur une idéologie et des symboles qui ne permettent pas, en somme, un travail, une élaboration concrète, on va dire. Et il me semble que c'est lié à la nature de contrôle de population, sans faire du Foucault, puis là je m'arrête. Un État territorial doit contrôler une population sur un territoire. Et donc un État territorial moderne est forcément névrotique. C'est-à-dire doit forcément exercer un contrôle, braquer, si on peut tenter brièvement, mais on en causera ensuite, une transposition. Il y a une psyché de l'État moderne qui est nécessairement braquée, névrotique, et qui ne peut donc que déboucher sur des fictions, disons délirantes, mais qui délire à ce moment-là. Évidemment, si je pense à l'attaque récente du Capitole, on y est, disons. Voilà. Merci Renato. Comme décalé, moi je mettrais l'accent sur la question du déni. Et au fond, j'aurais tendance à dire que tout groupe, tout collectif se construit dans des dénis. Que tout groupe, tout collectif se construit nécessairement dans des dénis qu'on n'a pas été ça, qu'on n'a pas fait ça. Alors typiquement, un des grands dénis récents de l'histoire suisse, c'est on a toujours été gentil avec les juifs, et là il a fallu, ce déni n'a été démonté que par l'attaque venue des États-Unis contre les fonds ce qu'on a appelé la crise des fonds d'adhérence. La majorité des Suisses étaient convaincus qu'ils avaient des juifs, ils avaient des gentils, etc. Le rapport Bergier, moi je me souviens de la réception de ma mère, qui n'a jamais pu accepter le rapport Bergier, qui disait qu'il faisait donc le récit des juifs expulsés de Suisse, et que là il y a toute une partie de la population qui a toujours dénié que la Suisse n'ait jamais commis la moindre chose inadmissible, etc. Un autre déni aujourd'hui qui serait celui des États-Unis. Les États-Unis sont arrivés, enfin, le peuplement sur la terre des États-Unis s'est produit sur une terre vierge, n'est-ce pas? Il n'y avait personne. Donc ils se sont contentés d'occuper et de prendre ces terres. L'histoire sait très bien qu'il y a eu des centaines de milliers, sinon des millions d'Indiens qui ont été exterminés par les États-Unis. Et que ce n'est pas possible pour un États-Unien d'intégrer, enfin pour les États-Unis comme collectif, d'intégrer cette représentation qu'ils ont été, enfin, ils se sont construits sur ce génocide. Et que, voilà. Donc, et on pourrait généraliser. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, ce cas-là
n'est pas si singulier que cela, au fond, si on réfléchit bien, il n'est pas si singulier que ça, dans le sens où, au fond, effectivement, ce qui était en jeu pour les Kagushimi, Kageshumi, bon, donc les non-défaitistes, les patriotes, c'est de demeurer japonais. Puis pour demeurer japonais, ils n'avaient pas le choix de ne pas s'accrocher à ce récit. C'était constitutif de leur identité. Abandonner ce récit, c'était abandonner leur identité. Exactement. Et s'abandonner comme japonais et se reconnaître au fond comme en transition vers une intégration dans la population brésilienne. Donc ici, il me semble qu'il y a quelque chose qui est effectivement très frappant parce que c'est une grosse minorité au sein d'une population encore plus grosse, donc ça nous paraît facilement délirant, mais je crois que le terme délire n'est pas bon. Je pense que le terme juste, c'est vraiment déni. Et ce déni en tant qu'il est constitutif de l'identité collective. Voilà, je m'arrête là. Titi, tu veux... Puis après, D'accord. Après, peut-être une petite réaction, puis après on ouvre la discussion. Ouais, en fait, ça prolonge un petit peu ce que je viens d'entendre comme question. C'est-à-dire que moi, la question que j'avais, c'est... alors, le récit est extraordinaire, on dirait une histoire, et c'est une histoire vraie. Et c'est dans ce sens-là que toutes les questions qu'on peut ouvrir, en termes de généralisation, là, elles se concrétisent avec une documentation qui est extraordinaire, et puis en plus qui est datée, des personnages. Bon. Mais alors, moi, j'aurais deux axes de questions. C'est d'abord une question peut-être de la généalogie ou de l'archéologie du déni qui produit une identité ou une langue ou une fiction. Parce qu'il y a tous ces mots qui sont imaginaire, fiction, identité. Il y a d'abord une langue. Donc, alors, c'est pas tout à fait la question du délire primaire, mais ça a réveillé ça. Donc, et là c'est l'historicité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations, il y a une langue qui est maintenue autour d'une école, d'une institution. Donc, ce serait, première interrogation, je t'en avais parlé juste il y a déjà 2 semaines, est-ce qu'il y a un délire mère qui serait transgénérationnel, donc une sorte de géogénéalogie? Il y a l'île, il y a le Japon, avec ses dimensions impériales et impérialistes, et puis cette petite communauté. Qu'est-ce qui se passe de délire en délire, ou d'identité ou de transmission? Ça, c'est la première interrogation. Puis la deuxième qui est liée, c'est qu'on a affaire, dans ce cadre-là, à une migration, une colonie, ou une sorte de diaspora. Et là, alors là, c'est plutôt l'historien des religions qui pose la question. Hirohito, le culte de l'empereur, là il y a le petit passage de l'historien des religions, a tout de suite tiqué, il s'est dit, si l'empereur vit, le corps de l'empereur, c'est qu'on ne peut pas avoir un empereur vivant des faits. C'est contradictoire dans le théologico-politique japonais. Justement, est-ce qu'il y a quelque chose dans le délire, et délire au sens neutre cette fois, au sens de l'identité collective, hein, la fiction collective, qui redouble la question de la vérité, qui est de plus en plus difficile. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le théologico-politique japonais qui, en plus, a été transmis, parce que là, j'ai aussi entendu dans le récit la prépondérance du corps militaire. Donc là, et dans le cadre du théologico-politique impérial japonais, justement, la hiérarchie céleste et l'armée, c'est pas rien. Et je pense aussi, par exemple, à Mishima, qui est un autre personnage, qui lui aussi était traversé dans son corps par différents types de délires et différentes couches de ce théologico-politique japonais. Donc voilà, je pense que situer cette question du délire collectif et de la violence que ça produit dans le cadre peut-être d'une violence qui précède. Puis là aussi, évidemment qu'on peut élargir la question, c'est-à-dire est-ce que toute identité, tu faisais allusion, toute identité collective, elle ne repose pas dans le sang et dans le délire et dans le déni, et puis que là, c'est tellement violent, et puis en plus ça se replie comme sur une toute petite communauté qui se déchire elle-même, c'est spectaculaire. Mais au fond, peut-être c'est une contraction d'une violence transgénérationnelle, archéologique au sens d'héritage théologico-politique, qui sont tous
délirants. En l'occurrence, là, on a affaire au Japon, mais ils le sont tous. Voilà. Merci Thierry. Donc je reprécise quand même que ces questions ne sont pas que dirigées vers Renato, qui va certainement répondre à la plupart d'entre elles, mais si vous avez des hypothèses de réponse ou d'un coup, ah non, là, quand lui il a dit ça, moi je cherche un peu plus dans cette direction, vous faites signe, puis je vous apporte le micro. Je te laisse prendre réponse en attendant que quelqu'un se manifeste. Le bar est toujours ouvert. Ah oui, le bar est toujours ouvert. Marc-Antoine, s'il te plaît. Donc, je commencerai par la question du déni et de la construction du déni. Je pense que le déni, il est, dans ce cas, et peut-être dans d'autres cas, il est lié aussi à un changement de valeur. Parce qu'il y a des valeurs qui changent. Là, dans le cas, le vainqueur ou celui qui perd, la défaite. Lorsqu'il y a une défaite, il y a un changement de valeur. Moi, je pense par exemple à un travail de sociologie d'un sociologue allemand qui a fait, dont le titre c'est « Grand-père n'est pas nazi ». Grand-père n'était pas nazi. C'est que ce sociologue, il a interviewé une série de personnes, de familles, autour de leur grand-père, leurs grands-parents, et comment ça se passait dans la guerre, comment était-il. Et la plupart essayaient d'expliquer que leur grand-père était quand même une exception dans le milieu général. Parce qu'on sait que, et ça, à niveau collectif, ça veut dire, dans toute une série de familles, presque tous se considéraient que le grand-père était une exception. Donc il y a une construction nouvelle, n'est-ce pas, à partir d'un changement de valeur. Ça veut dire, durant la guerre, la plupart de la valeur, c'était Hitler, n'est-ce pas? Après la guerre, c'est devenu une honte, et petit à petit, ils ont voulu changer. On pourrait extrapoler à tellement de choses. Aujourd'hui, j'ai vu un livre de Gérard Pommier sur le jugement de Don Juan par MeToo. Il y avait une période, un moment avant MeToo et après MeToo, avec un changement de valeur. Avant MeToo, un homme il pouvait être presque fier de ses conquêtes comme un Don Juan. Après MeToo, il est devenu un prédateur sexuel. Ça veut dire qu'il y a ces changements de valeur et à partir du moment, il peut y avoir des dénis rétrospectifs. Ça, c'est une des pistes. Je ne sais pas s'il y a d'autres pistes.